Comme certains le savent, en ce moment a lieu la bêta fermée de 2XKO, le nouveau jeu de Riot, qui est un jeu de combat 2v2. D'ailleurs, un grand merci à Riot pour la clé, mais je ne ferai pas de tuto sur comment utiliser tel ou tel combo. Non. Tout ça, je le laisse à des personnes comme TPK ou Kazane. Ici, vous verrez quasiment jamais de gameplay. Je vous assure que vous ne voulez pas voir ça. Mais comme certains le savent peut-être, 9 des champions de League of Legends sont illustrés dans ce jeu. Et bien que je pense qu'il y aura un lore propre à 2XKO qui va être sorti, aujourd'hui je vais vous faire un résumé de l'histoire de chacun des combattants de 2XKO. Comme ça, vous pourrez flex auprès des copains. Ouais, du coup, au moment où je suis en train d'éditer la vidéo, Riot a annoncé l'ajout du Shaitan de League of Legends. Et du coup, pour son histoire, c'est juste un rat qui collectionne des badges et qui jette du poison avec sa sarbacane. Wow, c'était dur à dire. Voilà, on passe aux autres histoires. Salut! Ahri était un être qui ne connaissait pas ses véritables origines. Les 2 gemmes jumelles qu'elle portait étaient les seuls vestiges de son passé. Mais elle se rappelait toutefois de son premier foyer, une meute de renards de glace qu'il accepta comme l'une des leurs malgré sa différence. Mais bientôt, elle comprit qu'un pouvoir coulait dans ses veines, la capacité d'absorber les émotions, les souvenirs et la force vitale de ceux qu'elle touchait. Bien qu'elle restât à une certaine distance du monde des humains, elle s'en approcha finalement avec curiosité. Et elle se laissa rapidement envoûter par leur essence. Chacune des vies qu'elle effleurait lui offrait un nouveau fragment d'humanité. Amour, regret, souvenir, douleur, mais également la culpabilité. Car derrière chaque émotion volée, une vie se brisait. Et dans la mémoire des humains, elle vit qu'elle était perçue comme un monstre. Un jour, elle rencontra un artiste humain qui ne la craignait pas. Il lui offrit son essence par amour et Ahri céda à cet amour sincère. Jusqu'au jour tragique où elle absorba bien trop et où elle le tua accidentellement. Dévastée, elle tenta d'effacer cette douleur dans le jardin de l'oubli, mais elle finit par comprendre qu'il valait mieux vivre avec la douleur que renier ce qu'on avait aimé. Elle prit la décision d'affronter son passé et de comprendre qui elle était vraiment. Ces gemmes la guidèrent jusqu'aux traces d'une ancienne tribu Vastaya, les Vessani, qui étaient les maîtres d'une magie fondée sur la mémoire. Mais leur peuple avait été décimé après un périple vers les îles bénies, aujourd'hui connues sous le nom des îles obscures. Dans ce monde ravagé par la brume noire, Ahri trouva des alliés, Yasuo, Illaoi, Braum, Miss Fortune et Pyke, et ensemble ils affrontèrent le roi déchu, Viego, dont la folie menaçait d'engloutir le monde. Face à un dilemme, Ahri dut décider entre préserver les souvenirs de ses ancêtres ou utiliser un artefact puissant afin de sceller Viego. Et elle choisit de sauver le monde au prix des derniers fragments de son passé. Dans une ultime vision, l'esprit de son ancien amant lui apparut. Il lui pardonna et lui demanda une seule chose, vivre et se créer de nouveaux souvenirs. Après la chute de Viego, elle resta aux îles obscures et elle continua l'œuvre des Vessani dans le but d'honorer leur mémoire. Blitzcrank était un golem conçu à l'origine pour nettoyer les déchets toxiques des quartiers les plus pollués de zone. Il faisait partie d'une série de machines mécaniques destinées à améliorer les conditions de vie des zoniens. Mais ils furent rapidement rendus inutilisables et considérés comme une simple carcasse. Victor, un inventeur, le trouva et reconnut en lui un potentiel exceptionnel. Il décida de le réparer, de l'améliorer, en lui implantant un cristal Hextech. Ce cristal déclencha un phénomène inattendu. Blitzcrank s'éveilla, désormais chargé de nouvelles capacités d'apprentissage. Il dépassa rapidement ses homologues, devenant plus rapide, plus efficace, mais surtout, il l'apprenait. Il commença à interpréter ses missions, à interagir avec les habitants et à prendre des décisions par lui-même. Victor, fasciné, tenta de reproduire cet exploit sans jamais comprendre l'origine exacte de cette conscience naissante. Mais cette conscience avait ses limites. Blitzcrank ne comprenait pas toujours tout et il pouvait agir de manière destructrice. Une fois, pour aider un résident enfermé dehors, il détruisit la façade entière d'un immeuble. Une autre fois, en mission pour nettoyer une zone toxique, il remonta jusqu'à la source de la pollution et anéantit une usine entière. Cet acte provoqua la colère d'un baron de la chimie qui exigea que Victor détruise Blitzcrank. Refusant de tuer ce qu'il considérait comme un être vivant, l'inventeur tenta de le cacher. Mais Blitzcrank avait déjà pris la décision de partir seul pour continuer sa mission, protéger Zone à sa manière et librement. Depuis, il patrouille les rues de Zone et aidant les habitants, combattant les injustices et s'améliorant lui-même en permanence. Dès son enfance, Braum était déjà bien plus grand et bien plus fort que les autres enfants de Freljord. Mais sa mère lui enseigna une leçon essentielle. La force devait servir à protéger
jamais à dominer. Elle lui a appris que le vrai courage consistait à tendre la main, même à ceux qu'on considérait comme des ennemis. Cette manière de voir la vie prit tout son sens lorsqu'un jour, une tribu rivale fut attaquée. Et sans hésiter, sa mère traversa la toundra pour venir en aide aux survivants. Grâce à sa bonté, les deux tribus se réconcilièrent et Brom comprit alors tout Freljord était une grande famille. En grandissant, il devint un héros local, doué d'une force surhumaine et d'une gentillesse légendaire. Mais Brom sentait que le monde avait besoin de lui bien au-delà de sa vallée natale. Il fit ses adieux à sa mère et le cœur lourd partit à la rencontre des peuples de Freljord. Très vite, ses exploits donnèrent naissance à des légendes de plus en plus incroyables. L'une des plus célèbres racontait comment il trouva son bouclier légendaire, une porte indestructible scellant une ancienne caverne. Entendant les cris d'un troll prisonnier derrière la porte, Brom, incapable de l'ouvrir, détruisit la montagne à coups de poing pour la sauver, et il emporta la porte comme bouclier. Plus tard, Brom se rendit au site sacré de Rakelstey, où les tribus s'étaient réunies autour d'Ash, la chef des Avarosan et réincarnation supposée d'Avarossa. Il y rencontra Tryndamere, un barbare rongé par la colère, qui cherchait à prouver sa valeur en défiant quiconque osait l'affronter. Lors d'un combat, il perdit le contrôle et il faillit tuer son adversaire vaincu. Brom intervint, se dressant entre les deux hommes avec son bouclier, et une fois la rage retombée, les deux hommes se lièrent d'amitié. Certains disent même que c'était Brom qui présenta Tryndamere à Ash. Brom ne prêta allégeance à aucune tribu en particulier. Pour lui, tous les peuples de Freljord étaient ses frères et ses sœurs. Mais il crut en la vision d'unité d'Ash et il rêvait qu'un jour, Freljord ne ferait plus qu'un. Alors seulement, il se retirait pour devenir un simple berger de Poro. Darius naquit dans la ville de Basilic, où il grandit orphelin aux côtés de son jeune frère Draven. Très tôt, il dut apprendre à survivre dans un monde impitoyable, protégeant son frère à tout prix. Et à 12 ans, il portait déjà plus de cicatrices que la plupart des soldats. Un jour, l'Empire noxien conquit Basilic, et le commandant Cyrus, impressionné par la ténacité des deux frères, leur offrit une place dans son armée. Aux côtés de Ki et Tavarn, leur ami d'enfance, ils rejoignirent les rangs noxiens. Darius combattit dans d'innombrables guerres de conquête, gravissant les échelons grâce à sa loyauté et à sa discipline. Et lors d'une bataille sanglante, il décapita un général noxien qui avait ordonné une retraite, puis il rallia les troupes à la victoire. Ce geste lui valut d'être promu commandant, et il forma une armée d'élite, n'acceptant que les plus forts et les plus déterminés. Sa renommée grandit tellement que des villes se rendaient dès qu'elles voyaient ses bannières. Darius fut finalement nommé Main de Noxus par l'empereur Boram Darkwill. Puis il fut envoyé conquérir Freljord lors d'une campagne longue et éprouvante. La guerre se termina dans une impasse et rentré à Noxus pour demander des renforts, Darius apprit que Darkwill avait été renversé par un coup d'état orchestré par Jericho Swain, soutenu notamment par son propre frère. Plutôt que de venger Darkwill, Darius choisit de servir Noxus et non un homme. Il reconnut en Swain un stratège visionnaire et il accepta de faire partie du conseil du nouveau système de gouvernement noxien, la Trifarix. Darius fonda alors la Légion Trifarienne, une armée d'élite rassemblant les meilleurs guerriers de l'Empire, et il mena Noxus dans une nouvelle ère de conquête. Né dans les bas-fonds industriels de Zone, Echo était un enfant prodige et avant même de savoir marcher, il construisait déjà des machines simples. Ses parents, Ina et Weiss, des ouvriers épuisés par la misère et la pollution de Zone, rêvaient de l'envoyer vivre à la cité du progrès, Piltover. Mais Echo ne partageait pas ce rêve. Pour lui, Zone, malgré ses dangers, était une ville pleine de potentiel. Il grandit avec d'autres enfants des rues, apprenant la survie à travers l'amitié et les inventions. Mais avec Benzo, son mentor, c'est lui qui, sans le vouloir, mit en route le plan qui mena à l'explosion chez Jace, un savant de Piltover, causant la chute de Vander. Après l'échec tragique de la mission de sauvetage de celui-ci, Echo se retrouva seul, sans ses amis Vi, Milo, Clagor, Powder. Moment marquant la fin de son enfance. Refusant de se soumettre à Silco, Echo fonda les Feux Volants, un groupe de jeunes révolutionnaires zoniens. À leur côté, il sabota des convois de Shimmer, la drogue que Silco utilisait pour contrôler la ville. Plus tard, lors d'une embuscade de Jinx, il hésita au moment de la tuer, reconnaissant encore en elle une part de la petite Powder qu'il avait connue. Par la suite, piégé dans une anomalie temporelle, Echo fut projeté dans un monde parallèle et y parvint à créer le Z-Drive, une version améliorée de sa clepsydre capable de remonter le temps.
De retour dans sa réalité, Echo retrouva Jinx au bord du suicide et lui redonna espoir. Et ensemble, ils formèrent une alliance pour affronter une nouvelle menace venue de Noxus et de Victor. Dans une bataille finale, Echo repoussa les limites de son Z-Drive pour réécrire l'issue d'un affrontement perdu d'avance. Il finit par l'emporter, mais il perdit Jinx dans l'explosion finale. Illaoi était une prêtresse issue de la tribu Buru. Dès son plus jeune âge, elle fut formée au culte de Nagakaboros, une divinité marine connue sous les noms de Mère Serpent ou Grand Kraken. Ce dieu exigeait de ses fidèles qu'ils vivent pleinement, en suivant leurs désirs pour faire avancer l'univers. Illaoi fut choisie pour devenir l'apôtre de la vérité, au rôle le plus élevé de sa foi. Elle avait alors 2 grandes missions, combattre les morts vivants et mettre les âmes à l'épreuve à l'aide de sa relique sacrée. Illaoi se distinguait par sa volonté de remettre en question certaines traditions. Là où ses prédécesseurs méprisaient Bilgewater, elle y voyait un potentiel spirituel. Elle choisit de s'y établir et de soumettre certains habitants à l'épreuve. Aujourd'hui, Illaoi continue de défendre la foi de Nagakaboros avec ferveur et elle combat la menace qu'était Viego. Powder et Vi naquirent à Zone. Vi était très protectrice envers sa petite sœur. Malheureusement, un jour leurs parents moururent lors de la violente répression d'une rébellion menée par Vander et Silco contre Piltover. Orphelines, Powder et Vi furent recueillies par Vander, qui devint leur figure paternelle aux côtés de Milo et Clagor, leurs frères adoptifs. Enfant, Powder adorait bricoler des armes explosives, mais ses inventions échouaient souvent. Lors d'un cambriolage à Piltover, elle vola par accident des cristaux Hextech, provoquant une explosion attirant les forces de l'ordre. Plus tard, alors que Vander fut capturé par Silco, Vi, Milo et Clagor partirent le sauver en laissant Powder derrière. Refusant d'être inutile, elle utilisa ses cristaux pour créer une bombe. Mais son invention détruisit tout le bâtiment, tuant Milo et Clagor et coûtant la vie également à Vander. Brisée de chagrin, elle crut avoir perdu toute sa famille, et Vi la traita de Jinx, porte-malheur, avant de disparaître. Se sentant abandonnée, elle fut recueillie par Silco et elle abandonna son ancien nom pour devenir Jinx. Vi, de son côté, s'était retrouvée emprisonnée à Stillwater Wood. Traumatisée, instable et hantée par des hallucinations, Jinx perfectionna ses armes sous la tutelle de Silco et elle devint une criminelle redoutée, connue pour son chaos et sa folie. Vi, quant à elle, fut libérée par Caitlyn, qui avait besoin d'elle pour démanteler l'empire criminel de Silco. Ensemble, elles retournèrent à Zone, où Vi découvrit avec horreur que Powder avait grandi sous l'influence de Silco et qu'elle était devenue Jinx, une criminelle meurtrière. Et quand Vi réapparut des années plus tard, Jinx se retrouva de son côté déchirée entre son amour pour sa sœur et sa loyauté envers Silco. Leur relation se brisa encore plus à cause de Caitlyn, la partenaire de Vi que Jinx voyait comme une menace. Sa jalousie et ses hallucinations la poussèrent à des actes de plus en plus violents. Malgré les tentatives de sa grande sœur pour la faire redevenir Powder, Jinx choisit définitivement son identité de destructrice. Finalement, lors d'un affrontement, elle tua accidentellement Silco et à ce moment, elle accepta pleinement son identité de Jinx, abandonnant à jamais Powder. Devenue la criminelle la plus recherchée de Piltover, après avoir tiré une roquette sur le conseil de Piltover, Jinx était à la fois crainte et admirée comme un symbole de résistance à Zone. Déchirée entre sa folie, ses regrets et son désir de famille, elle oscillait toujours entre rédemption impossible et autodestruction. Vi fit le choix de rejoindre les forces de l'ordre de Piltover aux côtés de Caitlyn afin de ramener l'ordre et d'arrêter sa propre sœur. Plus tard, alors qu'elle était devenue une combattante de rue, que son lien avec Caitlyn fut brisé, Jinx vint la retrouver en annonçant qu'elle avait retrouvé leur père. Celui-ci était devenu un être incontrôlable, Warwick, et ils ne connurent ensemble qu'un court temps de retrouvailles. Dans une ultime bataille, Jinx sembla se sacrifier en affrontant Warwick avec une de ses bombes, laissant croire à sa mort. Pourtant, son corps ne fut jamais retrouvé, et certains indices laissaient penser qu'elle aurait pu survivre. Vi fut brisée par la nouvelle perte de sa sœur, mais elle continua de vivre aux côtés de Caitlyn. Yasuo naquit dans un village ionien et il fut abandonné par son père. Il grandit avec son demi-frère Yon, plus sage et discipliné que lui, mais avec qui il était inséparable. Toutefois, la détermination de Yasuo l'amena à intégrer la prestigieuse école d'armes du village. Son talent attira l'attention de l'ancien Summa, dernier maître de la technique du vent. Après avoir refusé son enseignement, Yasuo finit par accepter grâce à l'insistance de Yon.
Yasuo devint alors l'apprenti et le garde du corps de Summa. Et lorsque Noxus envahit Ionia, Yon et d'autres élèves partirent se battre. Yasuo, de son côté, reçut l'ordre de rester pour protéger les anciens. Mais il désobéit et il partit au combat. Sur le champ de bataille, il ne trouva que des cadavres. Et à son retour, il découvrit que Summa avait été assassiné. Accusé à tort du meurtre, Yasuo devint un fugitif et il partit à la recherche du véritable coupable. Pourchassé par ses anciens camarades, il finit par croiser Yon. Les deux frères s'affrontèrent dans un duel et Yasuo triompha grâce à sa maîtrise du vent, tuant ainsi Yon qui mourut sans lui pardonner et finissant de briser Yasuo. Hanté par sa culpabilité, Yasuo erra et noya son désespoir dans l'alcool. Il rencontra alors Thalia, une jeune mage de Shurima, et il lui apprit à maîtriser ses pouvoirs. Plus tard, il découvrit que la mort de Summa fut en réalité un accident causé par Riven, une Oxienne en exil, rongée de remords. Malgré cette vérité, Yasuo n'arrivait pas à se pardonner, surtout pour la mort de Yone. Lors du festival de la fleur spirituelle, Yasuo affronta Nazakana, un démon se nourrissant de sa culpabilité. Un guerrier masqué surgit et pourfendit la créature. C'était Yon, mystérieusement revenu d'entre les morts. Plutôt que la vengeance, Yon lui offrit une amère bénédiction. Aujourd'hui, Yasuo erre sans but précis, restant marqué à jamais par ses erreurs passées, la perte de son maître et de son frère.